Hello Sophia. Hello Margot. Aujourd'hui, tu es avocate en droit de la famille Oui, exactement. et ça fait combien de temps? Ça fait 12 ans. Je vais rentrer dans ma 13e année bientôt. J'ai prêté serment le 12 décembre 2013 Ah à ouais, Toulouse. ok. C'est précis, tu t'en souviens. C'est quelque chose que j'oublierai jamais, effectivement. Ouais. Et c'est comme dans les films, là, vous mettez votre robe, vous allez devant je sais pas qui. On est effectivement une promotion. Donc voilà, et on est à peu près une centaine de la promotion. On est reçu par la présidente de la cour d'appel, l'avocat général. Voilà, c'est très très solennel et comme on est plus d'une centaine, on porte notre robe, effectivement. Et c'est d'ailleurs le premier jour, la première fois qu'on a le droit vraiment de la porter. On met les gants aussi, Des blancs. gants? Oui, des gants. Vous avez des gants? On a des gants, mais après on les remet plus jamais. C'est juste pour cette fois-ci, je ne sais même pas où je les ai mis d'ailleurs. Et en réalité, on doit répéter la phrase quand on prête serment et on doit lever la main. Et puis, on n'aurait pas le temps finalement à être ensemble, à répéter chaque fois la phrase. Donc c'est mon petit regret juste de ne pas avoir solennellement levé la main. Et puis voilà, et ça c'est vraiment un moment très, très fort parce que c'est à ce moment-là que tu ressens que ton rêve d'enfant se réalise. Parce que j'ai voulu faire ce métier, j'avais 8 ans. Et je n'ai jamais changé d'avis, au grand désarroi de mes parents, qui auraient préféré que je fasse autre chose parce qu'ils avaient peur que j'échoue. Comment, à 8 ans, on peut se dire, tiens, je vais être avocate, tu regardais des films, c'était quoi? Non, pas du tout, je regardais jamais la télé en plus petite. J'étais invitée à un anniversaire d'une copine à moi. Je me rappelle encore de son prénom et de son nom et de celui de sa maman, parce que je l'ai perdu de vue après, elle a déménagé. Je crois que sa maman est devenue magistrat après, donc voilà, quelques années plus tard. Et elle m'avait invitée à son anniversaire, c'était en centre-ville de Béziers, à côté de l'église de la Madeleine. C'est quelque chose que je me souviendrai toute ma vie. Et on jouait à cache-cache et je me suis perdue, cachée, dans le bureau de sa maman, qui était mais juste magnifique en fait. C'était un bureau avec des dossiers, des papiers partout, hyper ancien. Et en même temps, il y avait quand même de la lumière, c'était très lumineux, éclairé. Et j'ai senti le poids des responsabilités dans ce bureau, le poids des âmes, le poids de la vie de personnes, en fait. Et quand j'ai vu cette robe posée sur, je sais plus, elle n'était pas posée sur une porte, elle n'était pas posée sur un meuble, elle était accrochée d'une manière assez atypique en réalité. Et j'ai jamais plus revu d'ailleurs une robe d'avocat posée comme ça. J'ai été surprise, ça m'a fait quelque chose dans mon cœur, j'ai comme eu des petits frissons. Et je n'avais jamais entendu parler du métier d'avocat, je ne savais pas ce que c'était du tout. Et lorsque j'ai demandé à ma maman, quand elle est venue me récupérer de l'anniversaire, maman, qu'est-ce qu'elle fait? La maman comme travail de Marie, elle m'a dit, elle est avocate. Ah, je lui dis, ah bon, c'est quoi être avocate? Et puis elle m'a dit, bah, tu sais, avocate, en fait, c'est défendre les gens gentils et les gens méchants. Et c'est exactement la phrase que je répète à mes enfants quand ils me demandent ce que je fais dans la vie. Ça m'est resté. Et Et t'as j'ai, toujours eu et envie j'ai d'être... dit à ma mère, ben moi je veux faire ça. Je défendrai les gens gentils et les gens méchants, mais peut-être plus les gens gentils quand même. Et du coup, t'as jamais changé, quoi. Non. C'est limite dramatique finalement parce que d'une certaine façon, j'ai toujours grandi avec cette idée-là. Je me suis vue, imaginée, je me suis vraiment vue à l'acte et rien n'a fait que je déroge à ce rêve de petite fille. Comme une destinée, comme un destin en fait qui m'était réservé et j'ai tout fait pour y arriver. Après, c'est vrai que j'ai décidé assez jeune de quitter le foyer familial et j'avais besoin de m'émanciper et vraiment d'avoir cette autonomie de jeune femme. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté Béziers, parce que j'aurais pu aller à l'université de Narbonne, j'aurais pu aller à Montpellier. Et j'ai choisi Toulouse. Et en plus, à la base, j'aurais vraiment rêvé de partir à Paris. Mais mon père m'en a dissuadé parce que ça faisait beaucoup de frais et comme il avait quand même 2 autres enfants. Voilà. Et tu parles de Béziers, du coup, toi, t'es née à Béziers? Ah oui, je suis bitéroise, oui, oui, je suis bitéroise et fière de l'être. Je suis née à la clinique Valette. Alors cette clinique, je ne sais pas pourquoi je l'adore. C'est la clinique où sont nés beaucoup de mes amis. Elle a disparu en fait, c'est devenu un immeuble. Et c'est comment, Béziers? Béziers, c'est comment? C'est ma ville de cœur, c'est mon ancrage. C'est là où j'ai grandi, où je suis née, où j'ai grandi, où je me suis construit mon cercle d'amis très proches, bienveillantes. J'ai mes parents encore. En fait, j'ai toute ma famille. Je n'ai aucun membre de ma famille qui vit ailleurs qu'à Béziers.
C'est un truc de fou. Mes cousins, ma grand-mère, mes parents, mes frères, du coup mes neveux et nièces vivent aussi à Béziers. Et j'ai toujours plaisir à y aller. Ça me fait toujours quelque chose au cœur parce que je l'ai quitté, cette ville, pour m'émanciper, pour découvrir autre chose. J'en avais vraiment besoin de refaire ma vie ailleurs. Je sentais que c'était pas là que ma vie était réservée pour moi, mon avenir était réservé. Mais par contre, c'est vrai que quand je vais à Béziers, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'y vais, alors en ce moment, plutôt régulièrement parce que je vais voir ma grand-mère. Voilà. Et dernièrement aussi, j'y suis pas mal allée parce qu'il y a eu l'affaire de Béziers. C'est mon incontournable. C'est quelque chose que, malgré l'âge, ça, je n'arrive pas ouais, c'est grave quand même. J'ai l'impression qu'on m'avait toujours dit, oui, tu verras en grandissant à la feria. Non, en fait, je crois qu'à 80 ans, on la fera encore. En fait, c'est vraiment le moment de notre vie de copines avec des horizons totalement différents où on se retrouve et on organise ça d'une main de maître. Hein. C'est 6 mois avant, hop, le midi c'est là, le soir c'est là-bas. Ah oui, oui, c'est voilà. Et là, cette année, j'ai mis mes parents à contribution. Alors ça, c'est incroyable. Hein, on a fait la feria avec mon mari. Et mon père nous amenait à la feria à 19h30 et ma mère nous récupérait à 4h du matin. Comme des ados de 18 ans. C'était incroyable, en fait. Et je me suis dit, waouh, quoi. J'ai l'impression que j'ai 18-20 ans, comme avant. Et ouais, en fait, pour prendre des taxis pour la feria de Béziers, c'est très compliqué. Tu attends 2h30. Autant te dire que 4h du matin, 6h30, non, il vaut mieux rentrer. Voilà. Donc, je mets mes parents à contribution pendant 3 jours. Parce qu'aujourd'hui, tu habites à Toulouse. Oui. Et il y a des férias à Toulouse ou... Non, on a autre chose. Non, en réalité, c'est rigolo parce que Toulouse, c'est la ville qui m'a adoptée. Du coup, j'avais 18 ans et demi. J'ai fait mes études de droit là-bas. J'ai eu la chance de faire mes études de droit là-bas. J'ai eu la chance de découvrir cette ville qui est sublime, qui est magnifique, qui est très accueillante, bienveillante aussi. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. C'est un peu comme le prolongement d'une première vie, mais tout en gardant quand même ton ancrage de ta première vie. C'est complémentaire en réalité. Ouais, c'est similaire, Béziers, Toulouse, non ? Il y a l'âme du rugby. Il y a toujours le duel pain au chocolat, chocolatine. Ah bah toi, tu dis quoi, pain au chocolat ou chocolatine ? Ah, alors moi, je suis plutôt team pain au chocolat quand je suis à Béziers et team chocolatine quand je suis à Toulouse. Comme ça, il n'y a pas de jaloux et je reste dans le sacré de chacun. Du coup, tu as fait tes études de droit à Toulouse ? Oui. Alors en réalité, à l'âge de 18 ans, enfin quand j'ai eu le bac, j'ai pas trop laissé le choix à mes parents. Et là, je me rends compte que j'étais quand même une sale gosse parce que mes parents, ma mère surtout, voulaient vraiment me garder à côté d'elle. C'est d'ailleurs, elle est toujours en deuil de que je sois partie 23 ans plus tard. Mais voilà, c'était pour moi essentiel de découvrir une autre ville. Et c'est vrai que la première fois que je suis arrivée à Toulouse, j'avais 18 ans. Même pas, je crois que j'avais pas encore 18 ans. J'avais, je crois, 17 ans et demi, un truc comme ça. J'étais venue avec un copain pour visiter un petit peu. Et je suis arrivée à la gare Matabio, qui était quand même à l'époque particulièrement moche et insécure. Et bien malgré tout, je me suis promenée dans la ville. Je n'avais pas pris le métro, j'ai vagabondé. Et je suis tombée sur la rue du Thor. C'était l'ancienne faculté, en fait. Voilà, c'est là où il y a le Crous maintenant. Et lorsque je suis tombée sur cette... je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas, j'ai eu un coup de foudre. C'était mais foudroyant. Je ne pouvais pas imaginer vivre ailleurs. C'était mort. Et elle s'appelle comment, l'université ? Alors, du coup, après, je me suis baladée. Et alors, il y a l'université... À l'époque, ça s'appelait les sciences sociales. Ah, oui. UT1, sciences sociales. Ça a changé parce qu'il y a eu, avec les crédits européens, je crois qu'ils ont... Enfin, voilà, maintenant, je crois que c'est Toulouse 1, je crois. Moi, ça fait quand même maintenant 13 ou 14 ans que j'ai fini mes études, donc voilà. Mais c'était sciences sociales. Quand je suis arrivée, j'ai la photo de moi. Ma maman m'a pris en photo avec un appareil photo jetable. J'ai toujours la photo où je suis dans le parking de l'université. Il y a marqué sciences sociales avec le logo rouge, blanc. C'est un souvenir incroyable en réalité. Et oui, j'ai fait toutes mes études là-bas jusqu'à mon Master 2. J'ai fait un Master 2 droit des personnes et de la famille. Voilà, ah, donc tu t'es spécialisée un peu tout de suite ou... Oui, en réalité, dès les études, dès la première année de droit, on apprend le droit de la famille. C'est les premiers mois. C'est le premier semestre de première année. Et j'ai eu concrètement mon cœur qui est parti dans cette matière. Après, j'en ai plus refait. On fait du droit civil. En fait, on apprend toutes les matières finalement jusqu'en troisième année où on se dit
est-ce qu'on va en droit privé ou en droit public? Donc moi, je suis allée en droit privé et j'ai fait un master 1 droit notariat et ingénierie du patrimoine. Parce que il y avait quand même le volet très fiscalité, immobilier, voilà, familial, patrimonial en réalité. Et c'est super parce que c'était très complémentaire. Et je ne l'ai pas du tout fait en Master 2, donc c'était très intéressant. Et c'était le Master 1 le plus dur de la fac de droit de Toulouse, ce Master 1. Donc il y avait plus de chances que je sois pris en Master 2 où il n'y avait qu'une trentaine de places sur quand même 500 ou 600 candidatures. C'était quand même pas rien. Donc voilà, et donc effectivement, j'ai joué la carte d'avoir que 12 de moyenne en Master 1, droit notariat et ingénierie de patrimoine. Mais j'avais eu une très très bonne note en droit de la famille. Et Madame Nérinck, qui était la directrice du Master 2 et ma prof de première année, professeure agrégée quand même, comme j'avais eu une note exceptionnelle en première année, que c'était assez rare, elle a été très motivée pour me prendre dans son Master 2. Et j'avais d'ailleurs postulé qu'à son Master 2. C'est-à-dire que si je n'avais pas eu son Master 2, je me retrouvais avec Walou, rien du tout. Et du coup, après le Master 2, t'es avocate par défaut ou Pas du tout. Okay. Ah non, mais alors là, c'est le début de la... Non, en fait, quand tu as ton Master 2, donc tu as ton bac plus 5, en poche, et tu passes les concours. Donc, tu as plusieurs concours. Hein. Moi, j'ai voulu faire le concours d'avocat, hein, l'examen. Alors, je dis concours, mais en fait, la vérité, c'est qu'on te dit que c'est un examen, parce qu'il faut avoir la moyenne. Mais quand tu vois finalement à quel point on peut le rater de quelques centièmes, on se dit que c'est quand même un concours, quoi. Donc là, il y a une réforme, ça a changé un petit peu, mais effectivement, il fallait faire une prépa d'1 an. Et honnêtement, c'est quand même un examen qui est quand même difficile, parce que finalement, ce n'est pas du tout le reflet de tes années d'études. C'est une autre façon de résoudre des cas pratiques ou des problèmes. Et la barre est très très haute. On est très nombreux à être très forts, très brillants, très doués. Et je pense que, enfin, en tout cas pour ma part, ça a été un acharnement je l'ai raté la première fois. Voilà, j'ai pas de honte à le dire. J'étais effondrée. Tu sens ton rêve qui s'éloigne en réalité. Et... Oh, mais tu l'as eu la deuxième fois. Oui, mais sur le moment, c'était quand même dur et émouvant quand même. Il fallait pas me parler pendant un mois. Hein. J'ai parlé à la personne, je me suis enfermée. Et puis ensuite, voilà, je me suis mis en résilience et j'ai dit, de toute façon, c'est mon destin. Donc, de toute façon, je serai avocat. Et je l'ai repassé. Et là, par contre, alors après, ça a été un acharnement. C'est-à-dire, j'ai révisé jour et nuit. J'ai fait la feria cette année-là quand même, avec mes cours de droit dans le sac. Donc, en pleine corrida et en pleine bodega, je sortais mes cours. C'est dire à quel point j'étais quand même omnibulée par cet examen. C'était ma vie, en fait. C'était la clé de mon avenir et de ma vie. Je me suis offert un cadeau magnifique, je trouve. Et pourquoi tu as choisi le droit de la famille ? Pourquoi j'ai choisi le droit de la famille ? Il y a plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un droit qui est très humain, qui est très porté sur la personne, l'humain. Et je suis, je pense, née avec cette volonté d'aider, d'être présente, d'être accessible et d'apporter quelque chose en réalité. Ça a du sens pour moi. Il y a aussi le fait que j'ai vécu moi-même dans la douleur de la séparation de mes parents, qui se sont séparés tous les deux à 9 reprises. Ils ont fait 9 procédures de divorce ensemble. Et ça, dans mes 4 décennies de vie, puisque j'ai 41 ans. Donc dans ma dans ma 3e décennie, puisque j'avais, je crois, 38 ans quand ils ont divorcé vraiment. Et ils se sont remis ensemble 6 mois avant le divorce. C'est particulièrement atypique, effectivement. J'ai vécu à travers ça toute mon enfance, mes frères aussi d'ailleurs, puisqu'on est 3. J'ai appris à me construire dans cette dualité d'amour, de relations, d'absence de communication, d'épreuves de colère, de non-compréhension, voilà. Ils se sont fait la guerre, tes parents ? Ils se sont fait la guerre entre eux. Ils nous ont rarement utilisés comme armes, mais quand ils l'ont fait, ils n'ont pas fait exprès. Et c'est la raison pour laquelle je ne leur en veux pas, parce que je considère qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient. Ils étaient quand même beaucoup esseulés quand même. Hein. Il y avait pas trop. Enfin, à l'époque, je pense que les conseillères conjugales n'existaient pas. Les thérapeutes, les psychologues, tout ça, c'était pas trop dans l'air du temps en réalité.
Donc voilà, ils ont fait comme ils ont pu, ils nous ont beaucoup aimés, mais c'est vrai que, on a grandi avec mes frères dans une atmosphère d'amour, c'est ça qui est paradoxal, mais beaucoup de colère, de non-dit, et de silence. Et est-ce que tu penses que c'est pour ça aujourd'hui que tu as envie d'aider les gens à se séparer, mais sans se faire la guerre et en protégeant les enfants ou rien à voir? Je pense que j'ai envie d'aider les gens effectivement, à se séparer sans se détruire, sans faire la guerre et en préservant les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent ou qui divorcent, qui ne se rendent pas compte à quel point leur comportement, leur attitude et leur posture peuvent détériorer l'état émotionnel de leurs enfants, qui sont englués parfois dans un conflit de loyauté, parfois dans la peur de faire de la peine à l'un ou l'autre des parents, parfois aussi dans la crainte de ne plus être aimé par ses parents, d'avoir une vie qui change totalement. C'était mon cas, c'était notre cas. On était dans le silence. On nous disait, ben là, papa s'en va, papa revient. C'était un peu ubuesque. Tu vas voir papa un week-end sur deux. Alors papa, il nous achetait d'amour. Il nous avait un week-end sur deux, donc il nous achetait en nous payant des trucs, genre la banane à Valras-Plage où on faisait du bateau. Pendant sa séparation avec ma maman, il m'a acheté un scooter neuf. En réalité, les enfants utilisent beaucoup aussi les parents. C'est dramatique, mais c'est très compliqué en réalité. Et souvent, les enfants sont pris dans un conflit de loyauté. Parfois, ils en usent en réalité aussi. Et ils sont aussi pris comme juges, comme messagers aux juges. Ça, c'est dur. Ça, c'est très, très dur. Alors, nous, on a été épargnés de ça parce qu'à l'époque, l'article 388-1 du Code civil, je crois qu'il n'était pas trop, trop appliqué. Je ne suis même pas sûre qu'il existait. Donc notre parole d'enfant, on l'a jamais donnée. On ne nous a jamais demandé de la donner d'ailleurs. Voilà. Et je pense aussi que j'ai voulu être avocat en droit de la famille parce que j'ai cette histoire-là, effectivement, évidemment, d'enfants, de filles, de parents qui se sont séparés. Ça s'est plutôt bien fini parce qu'ils sont toujours ensemble quand même, donc c'est ça qui est assez incroyable. Mais aussi parce que j'ai vécu une blessure d'enfance. Lorsque j'avais 6 ans, j'étais à l'école primaire. J'étais en classe de CP et j'étais une petite fille atypique. Alors bien sûr, je ne le savais pas, puisque quand tu as 6 ans, ben, voilà, je l'ai découvert en plus à l'âge de 39 ans, donc j'étais loin de le savoir. Et j'ai été jugée par ma maîtresse de CP qui était particulièrement odieuse, qui m'insultait, qui m'humiliait dans ma classe de CP et qui me battait quasiment tous les jours avec des claques sur le visage parce que je ne répondais pas à ses questions, parce qu'elle voyait que je n'étais pas là, que j'étais absente et que je ne répondais pas aux standards qu'elle attendait d'une petite fille de CP qui d'ailleurs, et j'ai pas honte de le dire non plus, venait de redoubler son CP. C'est-à-dire que j'étais dans mon 2e CP quand j'ai vécu ça. C'est encore plus violent parce que lors de mon premier CP, j'ai la mémoire extrêmement vive et extrêmement précise. J'avais adoré mon premier CP parce qu'en fait, je faisais ce que je voulais en classe, je dormais, j'allais lire, alors que la maîtresse croyait que je ne savais pas lire. C'est assez ubuesque. Et dans mon 2e CP, là, j'avais quand même la posture de la petite fille qui voulait quand même rentrer dans le rang, mais j'arrivais pas en fait à être vraiment là. J'étais absorbée par le chant des oiseaux, par le bruit qui était derrière moi. J'avais toujours des moments de grande inattention en réalité. Et je luttais, j'avais beaucoup de mal. Mais j'entendais quand même beaucoup ce qui se passait, j'écoutais. Et bien sûr, j'arrivais bien sûr à comprendre ce qu'expliquait la maîtresse et ce qu'elle voulait nous apprendre. Et pourquoi ça t'a donné envie de devenir avocate, le fait qu'elle te batte? Ce sentiment d'injustice, cette colère en moi, de me dire en réalité, il y a des personnes dans la vie qui peuvent être à un moment donné très vulnérables parce que je ne pouvais pas à 6 ans taper ma maîtresse, me défendre. La seule chose que je pouvais faire, c'était encaisser les coups. C'était ne pas sombrer dans la croyance que j'étais effectivement débile, bête, abrutie, c'était les mots. C'était vraiment ma seule arme, en fait, d'essayer de lutter contre ça et surtout d'encaisser les coups parce que quand elle me tapait, c'est vrai que j'avoue, je la regardais avec mes yeux noirs. Je me vois encore et en gros, je voulais lui dire « ça marchera pas, ça marchera pas ». Et c'est vrai, je dois avouer que ce caractère que j'ai
du fait de cette... pour moi, j'appelle ça ce traumatisme quand même, m'a conditionné tout au long de ma vie à ne plus jamais me laisser faire et à aider à chaque fois que je le pouvais des personnes, des gens, des enfants, des femmes, des hommes, euh, dans leur posture et dans leur sentiment d'injustice, parce qu'il y en a tous les jours partout. Il y en a tous les jours partout. Alors après, oui, j'ai décidé de me nicher, de choisir un domaine. J'aurais pu choisir le droit du travail, j'aurais pu choisir, par exemple, aussi le droit pénal avec les victimes de violences conjugales. Alors j'en ai fait dans ma pratique, évidemment, mais j'ai décidé de me nicher parce que je pense que je préférais vraiment être bonne et expérimentée et en capacité de traiter vraiment une thématique du droit de la famille plutôt que d'essayer d'aborder toutes les thématiques. Et en réalité, aujourd'hui, j'accorde beaucoup d'importance à la place de l'enfant dans la société. J'ai été moi-même une enfant, j'ai 2 enfants. Et je pense que quand on accompagne des adultes dans leur séparation et leur divorce, qui est une grande étape, pour moi en tout cas, je considère que c'est une grande étape dans une vie, les accompagner correctement a forcément une influence sur la façon qu'ils ont de vivre avec leurs enfants et de permettre à leurs enfants de grandir en sérénité et en sécurité émotionnelle. Tu trouves que l'enfant il a une place importante dans la société? Parce que l'enfant devient adulte. L'enfant d'aujourd'hui et l'adulte de demain. Quand on est un enfant et qu'on grandit en sécurité émotionnelle, en sérénité, quand on n'a pas peur de perdre un parent ou un autre parent, quand on n'est pas englué dans un conflit où on se dit qu'il faut choisir, qu'il faut donner son avis, quand on est un enfant qui arrive à être battu à l'école et quand il rentre à la maison, arrive à s'exprimer auprès de ses parents, ce que je n'ai pas fait. Ce que je n'ai jamais fait. Mes parents aujourd'hui, à part si ils découvrent la vidéo ou des textes que j'écris, parce que je suis en train d'écrire aussi beaucoup, ils ne sont toujours pas au courant que j'étais battue en CP. Je leur ai caché parce que je croyais que c'était normal. Je croyais que je méritais ces claques. Je croyais que j'étais abrutie finalement. Et que de toute façon, la seule personne qui pouvait me défendre, c'était moi-même en fait. Et je savais que c'était avec le temps que j'y arriverais, que je permettrais que ça n'arrive plus, en tout cas, au plus grand nombre de personnes que je rencontrerai dans ma vie. Et je pense que quand tu es un enfant qui est en capacité de grandir en sérénité, tu es en capacité de parler, de t'exprimer, de donner tes émotions, même si elles sont en débordement parfois et souvent, et de pouvoir justement te confier aux adultes et de pouvoir aborder des sujets comme par exemple la violence, le harcèlement, la colère, la peur. J'en étais un peu privée quand j'étais petite parce que j'avais l'impression que c'était à moi-même qu'il fallait que je parle et que mes parents avaient suffisamment de soucis tous les deux à gérer pour pas que moi-même je leur en apporte encore plus. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je pense que l'enfant aujourd'hui, s'il est construit correctement, si on l'aide et qu'on l'accompagne, il peut être un adulte fabuleux et il peut apporter lui-même beaucoup à son entourage. Et du coup, si aujourd'hui j'ai envie de me séparer, j'ai des enfants, comment je peux travailler avec toi? Oui, alors il y a un appel. Effectivement, il faut prendre le premier rendez-vous qui est fondamental. Ce rendez-vous, c'est un peu un rendez-vous diagnostic-audit qui dure 1 heure. Lors de ce rendez-vous, je t'expliquerai exactement par rapport à ta situation ce que je te conseille déjà dans l'immédiat de faire. Et je t'orienterai forcément vers une démarche amiable au préalable qui fonctionne quand même la plupart du temps, il faut être honnête. Et je t'accompagnerai aussi sur le volet émotionnel. Je te conseillerai, par exemple, des ressources pratiques comme des vidéos à regarder sur des sujets très pointus. Je te conseillerai aussi une application qui est gratuite, qui est Respire Relax. C'est une application de cohérence cardiaque pour apprendre à respirer et quand on est stressé, quand on est envahi par de l'émotion. Donc, si tu veux divorcer, tu prends le rendez-vous diagnostic d'1 heure. On échange et puis après, on voit comment on fait pour aller vers de l'amiable.